Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Je reçois l'habitué de cette émission. Pour moi, c'est à la fois un parrain de l'émission, c'est un habitué de temps en temps. Et quand on le reçoit, on apprend. On apprend parce qu'il sait allier, on va dire, objectivité, une dose importante de la science. Sur la politique, il en parle aussi d'ailleurs. C'est une autorité, on va dire le premier citoyen de la ville de Kinshasa, le pasteur, professeur Godem Poyi, honorable président de l'Assemblée provinciale. C'est d'ailleurs, il faut rappeler, ça je n'aime pas le dire, mais je vais le dire quand même, l'une des rares autorités qui accepte encore les débats, en fonction bien sûr. Il est en fonction, il accepte les débats. On est souvent au Congo, quand vous avez une fonction ou un poste, vous refusez carrément les débats et vous ne participez pas aux émissions. Mais lui, il fait exception, il nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Merci d'être présent, cher professeur. Le plaisir est partagé. C'est vraiment une chance d'être en face de Christian. Alors, professeur, en entrant déjà dans le jeu, vous avez porté plainte. Et on entend. Parce que nous tous, nous avons suivi votre vidéo. Moi, quand je suis la vidéo du professeur, vous dites que tous ceux qui sont les voleurs de la République, et puis c'est pas la première fois, je crois, avant vous avez parlé que les esprits, que ceux qui sont morts, que ceux qui sont vivants, que les ancêtres, tout ça, poursuivent ceux qui ont volé les deniers publics, puisqu'ils n'ont pas le droit de citer. Et puis après, vous êtes revenu sur la question que même ceux qui sont condamnés, même ceux qui sont acquittés et ceux qui sont condamnés, ceux qui ont volé, la justice divine va les rattraper. Est-ce que de la part d'un pasteur, vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes désespéré au point de laisser Dieu régler ses problèmes? Merci, moi, Christian. Moi, je suis un homme éduqué. Je ne suis pas un déchet social, moi. Donc, je suis un homme éduqué. Avec tout le respect que je vous dois, je ne voudrais pas qu'on aborde cette question parce que j'ai déjà saisi la justice. Okay. Et tout ce que vous devez savoir, c'est que je fais ça depuis Mobutu et je ne veux pas m'arrêter. Et je profite de votre micro pour dire à la bande des voleurs que je veux vous mettre hors d'état de nuire. Voilà ce que je peux dire. Et ceux qui pensent que vous êtes pasteur... Et je demande à la population de s'approprier ces combats. Contre les voleurs. Contre les voleurs. Vous savez, les sorciers ne détruisent que sa famille. Mais les voleurs détruisent toute la nation. Si nous n'avons pas de bonnes routes, de bons hôpitaux, de bonnes écoles, s'il y a des chèques dans toutes les rues de Kinshasa, c'est à cause de ces voleurs. Et ces gens, ce ne sont pas des actionnaires majoritaires en République démocratique du Congo. La RDC, c'est la propriété de 100 millions de personnes. Est-ce que vous attaquer aux voleurs ne vous fait pas peur, pasteur? Parce qu'ils forment là une majorité puissante de ceux-là qui gouvernent, et ce, partout dans tous les pays du monde. On va dire en Italie, aux États-Unis, c'est toujours difficile de s'attaquer à un groupe de mafieux, puisqu'ils sont puissants, ils contrôlent parfois toutes les institutions. Est-ce que vous n'avez pas peur? La Bible dit prêcher à temps et à contre-temps. Donc, lorsque vous devenez pasteur, la mission prophétique d'un pasteur, c'est d'annoncer, de dénoncer pour faire renoncer. Donc, moi, c'est mon travail de pasteur. Je le fais depuis et je le ferai même devant un fusil. On va terminer avec cette question. Mais que représentent, selon vous, les voleurs dans une société? Une menace contre tous, une menace contre l'avenir, ou vous estimez que c'est des gens qu'on peut tout simplement abandonner, laisser passer et faire continuer autre chose? Non, les voleurs au sein d'une société, je vous ai dit qu'ils sont plus dangereux que les sorciers. Il faut les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Ce n'est pas aux voleurs de faire peur aux enfants bien. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Lorsque vous êtes en Europe, il y a des velléités européanistes qui se développent. Lorsque vous êtes en France, aujourd'hui Marine Le Pen a 90 députés à l'Assemblée nationale. Or, qui dit Marine Le Pen, c'est la francisation de la France. Lorsque vous êtes en Belgique,
ces velléités commencent à se développer avec les Flamands. C'est pour dire que dans 5-10 ans, nos frères et sœurs qui vivent dans la diaspora seront obligés de revenir dans ces pays. Et si nous laissons ces gens emporter tout, quand ces gens vont revenir, nous allons les mettre où? Lorsque les gens voient la flopée des Chégués, on attribue ça aux églises, mais c'est faux. Ces Chégués qui envahissent les avenirs, non seulement de Kinshasa. C'est pas l'église. C'est faux, ce sont des analyses biaisées. Ok. C'est la pauvreté. Ces enfants-là, c'est la pauvreté. Vous savez, si ces gens ne volaient pas les biens de la République, Luzolo Bambi a dit que nous perdons chaque année 15 milliards de dollars. Avec 15 milliards de dollars, vous lancez la politique des grands travaux. Et quand vous lancez la politique des grands travaux, on ramasse tous les chômeurs. Exactement. Est-ce qu'on doit se taire parce que ces gens, ils veulent jouer avec la République? Cette lutte, vous l'avez commencé il y a très longtemps. C'est depuis Mobutu. Je suis habitué à ça. Ouais, alors moi, je me rappelle que vous étiez en train de vous attaquer contre tous les voleurs criminels, tous les criminels économiques depuis un certain temps. Non, pas depuis un certain temps. Depuis que je suis pasteur, je ne fais que ça. Alors, pasteur... Et renseigne-toi. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'enseignement dans ces pays. Je combats la tricherie avec la même rigueur, la corruption, et je continuerai à le faire. Alors, pasteur, entre les voleurs économiques, les voleurs scientifiques, ceux qui volent les diplômes, parce que vous vous êtes aussi attaqué à ceux-là qui achètent les diplômes ailleurs, qui sont les plus dangereux, et les criminels de sang, qui sont les plus dangereux, et comment arrêter ça? Les crimes de sang, les crimes de poing, les crimes qu'on appelle les crimes scientifiques, mais aussi les crimes économiques. Comment arrêter ces trois crimes qui endeuillent un État? Ce sont les mêmes. Oui. Ce sont les mêmes. D'ailleurs, moi, je regrette pourquoi on a amené les Koulouna Kanyemaka CC, ceux qui tout l'animent, mais leurs collègues qui volent les biens de l'État, ils doivent les rejoindre là-bas. Leurs collègues. Ils doivent les rejoindre là-bas. Ils font quoi ici? Ils doivent les rejoindre là-bas et faire les champs. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est du chou vers chou. Est-ce que ça vous choque d'apprendre qu'un monsieur qui s'est dit professeur a acheté le diplôme et qu'il a sauté des... Non seulement que ça me choque, ça m'interloque. Ça m'interloque. Et tant que je serai vivant, ces gens n'auront pas de paix. Je demande à toute la population de s'approprier ces combats, pas dans la violence, mais dans la vigilance. Ce n'est pas aux voleurs de faire peur aux enfants bien-nés. C'est le contraire. C'est le contraire. Et je mène ma vie comme d'hab. Alors, pourquoi vous n'avez pas pardonné ceux qui vous ont attaqué? Parce que vous êtes pasteur. Au-delà de mon modeste statut d'économiste, je suis politologue de premier rang. Je suis financier publiciste également, très avancé. Mais je suis modestement juriste, ça beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, si pour les finances publiques, je suis allé jusqu'au post-doc, finances publiques et fiscalité, je suis allé jusqu'au post-doc. Si pour l'économie, je suis allé jusqu'au niveau des doctorats. Si pour les sciences politiques, je suis allé jusqu'au niveau des doctorats. Modestement, en ce qui concerne les droits, je suis détenteur d'une petite licence en droit et je fais les études de DE en droit. Et j'ai également un master en droit. Et ceux qui m'ont enseigné m'ont dit que la sanction a un caractère pédagogique. Qui amat bene, comme on dit. Donc c'est juste à titre pédagogique que nous le faisons. Très bien. Et je ne fais rien au hasard. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Non, non. Je n'ai jamais dit ça, je ne le dirai pas. Mais c'est que je vais te dire qu'avant de devenir pasteur, je fais 2 fois la théologie. Je fais d'abord la théologie catholique comme auditeur libre. Ça, je fais localement à l'université catholique du Congo. Et après, je fais la théologie évangélique. Donc, je sais de quoi il s'agit. Très bien. Ouais. Alors, professeur, on parle maintenant... Et la Bible dit que ne laissez aucune racine d'amertume pousser au milieu de vous. Il faut couper. De peur que les autres n'en soient infectés.
Donc, je ne fais rien au hasard. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je ne fais rien au hasard dans ma vie. Alors, Voilà. ce chapitre est tourné. Parlons de la conférence internationale à laquelle vous avez pris part sur les perceptions fiscales qui étaient organisées à Kinshasa. Vous avez abordé les termes de ruling fiscal, principe et mise en œuvre, sa contribution à la sécurité juridique en matière fiscale. En français facile, parce que là c'est trop savant. Ça veut dire quoi, ruling fiscal? Bon, je disais que le ruling fiscal, c'est parmi les outils modernes de la fiscalité. Donc, la République démocratique du Congo se recherche, la fraude continue à battre son plein. À ce moment-là, il faut convoquer les grandes forces de l'intelligence pour voir comment on peut faire pour y mettre fin. Et de tous les délinquants fiscaux, il y en a qui le sont par ignorance. C'est ainsi que de par le monde, et il y a un mécanisme qui a été développé qu'on appelle le ruling fiscal. C'est vrai, il a son envers du décor. On en a beaucoup parlé dans le cadre du feuilleton Panama Papers, Pandora Papers, mais c'est en fait un outil qui s'arc-boute sur la contractualisation. C'est-à-dire, je suis contribuable, si je dois payer mes impôts et en perspective d'éviter la rigueur ou la rectitude du droit pénal fiscal, je m'adresse au fisc, je présente ma situation et le fisc m'indique combien je dois payer, comment je dois le faire. Et ce mécanisme est encore inexistant en droit fiscal congolais. Mais pourquoi on va en parler avant tout le monde? C'est le goût d'être précurseur d'une question. Oui, ça va modestement. Donc, à part ce que je fais localement, je fais de toutes petites choses en dehors de la République. Et c'est parmi les notions que j'ai développées de ces côtés-là. Et ceux qui me les ont apprises avaient estimé que je devais également en parler chez nous. Et d'ailleurs, nous sommes allés même un peu plus loin pour démontrer les faiblesses du ruling fiscal européen. Ok. Parce que le ruling fiscal européen s'arrête tout simplement au niveau de la sécurité juridique des contribuables. Mais nous avons fait voir qu'on peut faire jouer au ruling fiscal même un rôle dans la maximisation des recettes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les contrôles fiscaux, il y a des entreprises qui peuvent présenter des fausses comptabilités. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous présentez, parce que les principes sont restés les mêmes dans tous les pays du monde, lorsque vous présentez une fausse compta, donc on peut recourir à la comptabilité de l'entreprise de la même taille. Et le ruling permet en fait au fisc d'avoir une banque de données importante. Et ce que nous démontrons également lors de cette conférence, vous avez vu que dans la salle, il y avait les profs de l'Université catholique de Louvain, de l'Université de Liège, c'était le monde entier en fait qui était là. Et nous avons même démontré que le ruling fiscal tel qu'il est pratiqué actuellement en Europe, il a des faiblesses. Pourquoi? Parce qu'en Europe, lorsque la décision anticipée prise par le fisc préjudiciait l'État, on est obligé d'y revenir. Mais à ce moment-là, nous avons fait voir que les droits fiscaux européens avaient des faiblesses, parce que l'État ne peut pas évoquer ses propres turpitudes pour prévaloir aux droits. Donc, moi, je m'adresse au fisc, le fisc me donne de mauvaises orientations, et par la suite, vous cherchez à m'appliquer les droits pénals fiscaux dont ça ne tenait pas la route. Mais je crois que modestement, c'est ce qui a été fait. Alors, aujourd'hui, dans les cas de... Et déjà, d'ailleurs, du 22 au 23, il y aura une autre qui est organisée cette fois-là par l'Université de Liège. La délégation de l'Université de Liège est arrivée depuis hier. Donc, je vais vous inviter. Ah, d'accord. Là, nous allons essayer maintenant de réfléchir sur le fédéralisme fiscal. Très bien, on en parlera. Mais professeur, encore une fois, il y a plus de 20 ans, vous annonciez déjà à l'époque
que l'euro, tout le bruit qu'il y avait autour de cette monnaie, que c'était la plus forte, ça a dépassé le dollar, mais vous étiez sceptique en ce moment-là, et aujourd'hui, 20 ans plus tard, les faits commencent à vous donner raison. Est-ce que vous vous dites, voilà, j'avais vu ça bien avant, ou vous pensez que c'est la suite logique de quelque chose qui devrait arriver? Bon, n'exagérons rien. Oui. Donc, c'était logique, parce que lorsque je tenais ce discours, la monnaie, c'est l'expression de la force d'une économie. Généralement, c'est cela. Alors, lorsque vous prenez les États-Unis, le PIB des États-Unis, c'est 24,5 000 milliards de dollars pour l'année passée. L'Union européenne, c'est autour de 16,5 000 milliards de dollars, dont je ne voyais pas par quelle magie l'Europe pouvait avoir une monnaie plus forte que les dollars. C'est vrai qu'il y a des moments, mais ça ne nous intéresse pas, il y a des moments où les économies fortes peuvent avoir une monnaie assez faible, donc je ne vais pas entrer là-dedans. Il faut toute une émission pour qu'on explique aux gens comment la Chine dévalue sa monnaie. Et ça, c'est sa politique commerciale, mais restons dans les feuilletons euro contre le dollar. Donc, tout le squelette économique indiquait que les États-Unis avaient une économie forte. Mais s'il faut expliquer ce qui se passe actuellement, ce qui se passe actuellement, il y a des choses qui sont à la base de la situation actuelle qui s'observe au niveau de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne étant plus proche du champ de bataille, donc entre l'Ukraine et la Russie, l'Union européenne reçoit en premier les chocs de cette guerre qui ont déclenché l'atonie de la croissance économique dans l'espace européen. Alors, lorsque les taux de croissance descendent, naturellement, ça finit par avoir des répercussions sur la monnaie. Et le deuxième élément qui explique la situation actuelle de l'euro, je le disais sur ce plateau que depuis 2020, l'Union européenne a connu une inflation. Le monde entier, en fait, a connu une inflation à la suite de deux événements majeurs. Le premier événement, c'était d'abord des perturbations climatiques. Donc, depuis 2020, l'Union européenne a connu un hiver très fort. Et lorsque vous êtes dans cet environnement-là, la consommation énergétique devient très importante. Et du coup, lorsque la consommation énergétique devient très importante, cela a des répercussions sur la production industrielle parce que les industries fonctionnent sur base de cette énergie. Donc nous avons démontré cela et c'est ce qui avait provoqué la première vague de l'inflation. La deuxième vague de l'inflation dans l'espace européen a été provoquée par la guerre qui se vit en Ukraine. Alors malheureusement, les économistes européens ont réagi en retard. Les États-Unis, non seulement ils étaient loin du champ de bataille, mais les États-Unis se remettaient encore de l'inflation née de la pandémie de Covid. Alors, qu'est-ce que les Américains ont fait directement? Les Américains, depuis le mois de mars, ils ne faisaient qu'augmenter leurs taux directeurs. Donc, en fait, lorsqu'on augmente les taux directeurs au niveau de la Banque centrale, cela a des répercussions sur les taux d'intérêt du crédit au niveau des banques commerciales. Et du coup, nous sommes dans des politiques non expansionnistes. C'est ainsi que les États-Unis ont réussi à stabiliser leur monnaie. L'Union européenne l'a fait aussi, mais en retard. C'est ce qui justifie
ce qui se passe maintenant. Et je crois que quand les choses vont revenir dans leur petit état... Alors, professeur, je voudrais qu'on réfléchisse sur une question. Je ne sais pas, je vais la poser comme ça. Mais non, vous êtes libre. Vous êtes libre. Les États-Unis forment un grand pays, on va dire. Une puissance économique, une puissance monétaire et une puissance militaire. L'Europe peine encore à s'organiser en tant qu'une seule entité, puisqu'il y a l'Angleterre qui n'accepte pas. Et on voit aussi, même alors, ils ont une certaine force, ils ont leur monnaie. Est-ce que c'est la même chose avec, ou qu'est-ce qui justifie le retard des autres? Je veux dire l'Amérique du Sud, je veux dire l'Afrique et une partie de l'Asie. Pourquoi on a beaucoup d'individualité là-bas? En Asie, vous avez la Chine qui va comme elle veut, il y a le Japon qui aussi fait comme elle veut. Bref, les 7 dragons d'Asie s'organisent comme ils peuvent. En Afrique, tous les États sont parfois, on va dire, un peu isolés, individuels. Même si nous avons la zone CFA qui n'arrive toujours pas à émerger, l'Amérique du Sud, c'est la même chose. Qu'est-ce qui justifie tout ça? Pourquoi nous ne suivons pas les modèles américains ou pourquoi on ne suit pas les modèles européens? Bon, vous aurez remarqué que les États-Unis, pour devenir forts, ils ont plus travaillé sur le système éducatif. Oui. Ah. C'est ça le secret des Américains. Donc, les États-Unis ont en moyenne 400 millions d'habitants. Oui. Mais ils contrôlent une planète Terre constituée de plus de 7 milliards de personnes. Alors, comment ils sont arrivés là-bas? C'est parce qu'ils ont mis du sérieux dans leur système éducatif. J'avais cherché à comprendre cela lors de mon très bref séjour scientifique là-bas, en tant qu'apprenant bien sûr. Et je cherchais à comprendre pourquoi l'université d'Harvard était la plus grande université du monde. Oui. Et pourquoi justement? Alors, ils nous disent que d'abord, lorsqu'on vous recrute à partir de votre pays, on doit s'assurer que déjà votre université d'origine avait la réputation de l'excellence. Donc la sélection commence à ce niveau-là. D'accord. Et lorsqu'ils estiment que votre université d'origine est agréée, donc pas par votre république, mais au regard de son rayonnement sur les plans internationaux, ils cherchent maintenant à voir quelle est la mention que vous avez obtenue. Et c'est ce qui fait que dans des grandes universités comme Harvard, MIT, Stanford, on ne recrute que les gens qui avaient, les plus faibles, ce sont les gens qui avaient 80%. Donc, vous voyez déjà que la sélection, est telle, elle est sélective. Est telle que les déchets ne peuvent pas passer. Alors, au-delà de cela, l'université d'Harvard a un budget de 32 milliards de dollars l'an. Plus que le c'est-à-dire que 3 fois plus que c'est-à-dire que l'université d'Harvard seule peut prendre la RDC en charge 3 fois ou 4 fois. Oui, ça c'est maintenant, mais avec l'ancien budget de 4 milliards, oui. Donc l'université d'Harvard pouvait nous prendre en charge pendant environ 10 ans. Et c'est ce qui fait que là-bas, on n'achète pas de diplômes. Et encore une parenthèse, parce que moi, je me bats contre les antivalaires. Parce que vous voyez les gens qui achètent les doctorats sur la toile, disant qu'ils ont étudié aux États-Unis, mais c'est de la sorcellerie encore. Aux États-Unis, pour faire la thèse de doctorat, ce n'est pas comme chez nous où le fait seulement d'avoir distingué. Je sais que même localement ici, nous faisons de bonnes thèses de doctorat, mais je donne l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis pour voir le sérieux qu'ils mettent sur le plan scientifique. Même quand vous vous étiez distingué, pendant que ici chez nous, tous ceux qui étaient des étudiants moyens à l'université, une fois devenus politiciens, cadres d'entreprise, ils vont obtenir les diplômes et ça s'est fait au stade de martyrs. Mais en fait, ces gens devaient se retirer pour méditer un peu sur les crimes scientifiques qu'ils devaient commettre. Donc je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, excusez-moi, c'est ça mon style.
Alors, aux États-Unis, pour faire sa thèse de doctorat, vous passez par ce qu'on appelle les DIRAI. Les DIRAI, c'est un jury national. On recrute tous ceux qui s'étaient distingués à l'université, qui veulent candidater au doctorat. On organise un jury national sous forme de notre examen d'État ici. Donc ce ne sont pas des examens d'État, c'est un examen parce qu'il s'agit d'une seule session. Et c'est quand vous réussissez à ce concours-là que vous pouvez soutenir la thèse de doctorat aux États-Unis. Alors, ils ont mis du sérieux sur l'école, c'est pourquoi ça marche. Mais par contre, en Afrique, nous n'avons pas cette fureur de vaincre. Et en Asie en Afrique, en Asie c'est pareil. Et lorsque vous visitez les grandes universités comme Harvard, MIT, c'est plein de Chinois. Oui. Plein d'Indiens et tout ça. Et d'Indiens. Et les Chinois ont fait la même chose. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du monde, jusqu'à 1950, la Chine et l'Inde étaient dans la dèche. Ces gens-là souffraient plus que nous. Exact. Ils ont mis du sérieux dans les systèmes éducatifs. Ils ont combattu le vol des biens de l'État. C'est ça le secret. Donc, vous mettez du sérieux dans les systèmes éducatifs, vous combattez effectivement le vol des biens de l'État, le pays va décoller. Et en Afrique, donc du cas poker, l'Afrique a les mêmes réalités. Regardez aujourd'hui l'Afrique du Sud, je m'excuse de le dire, supportez-moi quand même, nous sommes en train de réfléchir ici. Lorsque l'Afrique du Sud était gérée par les Blancs, c'est vrai que nous étions tous contre l'apartheid. Aucun pays européen n'avait la splendeur de l'Afrique du Sud. Je sais de quoi je parle. J'ai visité les deux espaces pendant longtemps et plusieurs fois, modestement. Donc, il y a des quartiers, lorsque vous êtes lorsque vous étiez à Pretoria, lorsque vous étiez à Cape Town. Mais j'ai un ami français qui, à l'occasion du passage du 2e au 3e millénaire, m'a dit: Godet, je voulais pas commencer les nouveaux millénaires dans un pays propre. Et je lui avais posé la question: vous passerez où? Et il a fait parler de l'Afrique du Sud. C'est vrai, nous nous sommes battus en tant que panafricanistes pour mettre fin à l'apartheid, les maréchals Mobutu en tête. Lorsque j'ai dit nous, ce n'est pas moi, mais c'est les Zaïre, parce que les maréchals Mobutu avaient piloté ces contacts. Mais depuis que les Noirs dirigent l'Afrique du Sud, aujourd'hui, il y a des délestage en Afrique du Sud. Or, l'hiver sud-africain a toujours été plus sévère que l'hiver européen. Donc, vous comprenez qu'au niveau de l'Afrique, nous ne mettons pas du sérieux dans les systèmes éducatifs et nous ne luttons pas sans concession contre la corruption, les vols et les détournements des deniers publics. C'est ce qui nous manque. Donc, je pense que si nous le faisons... Est-ce que c'est pareil aussi avec l'Amérique du Sud? C'est presque la même chose. Oui, c'est le même comportement. Il faut lire les classements. Vous savez, chaque année, Transparency International fait les classements des États les plus corrompus. Chaque année. Mais il faut voir que la lanterne rouge, c'est essentiellement quand les États on parle africains. des pays corrompus, on fait allusion à quoi? Au degré de la corruption qui Naturellement, dans le pays? naturellement, ils ont à la des lenteur indicateurs. de la justice. Non, ils ont des indicateurs. Ils utilisent des scientifiques sérieux, des opérateurs économiques sérieux, surtout les multinationales. Bon, les multinationales, ils ont la compta. Et chaque fois qu'ils déboursent un seul franc, ils doivent justifier cela. Très bien. Et on fait la collecte des données à la fin de chaque année. On se rend compte que jusque-là, c'est l'Afrique qui prédomine. C'est vrai que ce système de transparence international peut avoir des faiblesses, mais ça reste quand même un instrument de référence pour connaître les États les plus corrompus. Alors, professeur, président de l'Assemblée provinciale, je voudrais qu'on parle du cas de la RDC. Nous connaissons une guerre depuis 25 ans.
Une question d'abord, de façon ouverte. Quelqu'un veut savoir comment se fait-il que la partie est de la République, qui connaît guerre, troubles, agression, vit dans une certaine stabilité au point qu'il y a des constructions, des infrastructures, un certain semblant de développement par rapport à l'Ouest qui n'a pas connu de guerre, qui n'a pas connu d'agression. Comment vous expliquez cela? En temps de guerre, des maisons sont construites, des infrastructures sont faites, des élevages sont, on va dire, émergents, mais à l'Ouest où il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de problème, mais c'est la morosité sociale. Est-ce que l'analyse elle est biaisée ou il y a d'autres explications à cela? Christian, en économie, il y a une branche qu'on appelle l'économie des guerres. Ah. Et l'économie des guerres, c'est une économie qui s'écarte de toutes les lois économiques Conventionnelles. Et surtout, le libéralisme n'est pas de mise dans ces zones grises. Alors, s'agissant du contexte congolo-congolais, il faut d'abord chercher à comprendre les origines de cette guerre. Allez-y. Et pour bien comprendre les origines de la guerre qui sévit dans l'est du pays, il faut d'abord interroger l'histoire parce que le passé est toujours présent. Il faut chercher à comprendre quelles ont été les motivations de la colonisation. Donc, la colonisation avait trois causes. Il y avait une cause économique, c'est la prépondérante. Les puissances de l'époque étaient en quête de débouchés et des ressources naturelles. C'est pourquoi il fallait envahir les territoires, entre guillemets, des indigènes, d'après eux. Mais ils avaient déjà détecté que l'Afrique avait suffisamment de ressources, au-delà des ressources naturelles. Il y avait une population abondante, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer l'Afrique dans sa complétude. Et c'est 54 États, donc selon l'ONU, et 55 selon l'OIA. Nous sommes en train de passer d'1,250 milliard à 1,4 milliard d'habitants. Donc du coup, nous sommes où nous étions un marché et aussi un réservoir de ressources naturelles. Donc la première cause, la première raison qui a milité en faveur de la colonisation, c'est bel et bien cette quête de débouchés et de ressources naturelles. La deuxième cause, la deuxième raison, c'était l'évangélisation. Et dans ce contexte-là, on n'avait pas seulement besoin des évangélistes, mais on avait besoin même des évangélisateurs. Et la troisième raison était démographique et politique. Donc, les grandes puissances voulaient affirmer leur influence parce que lorsqu'on parle des 4 vertiges géopolitiques des États, il y a notamment les rayonnements. Donc, le fait pour les puissances d'avoir des colonies en Afrique, c'était un facteur de rayonnement et de puissance. Voilà. Alors, à partir de 1960, la plupart des États africains commencent à s'émanciper. Comme les Occidentaux réfléchissent sur tout ce qu'ils font, ils anticipent toujours. Ils se sont dit, bien, ils ont réclamé l'indépendance. Maintenant, nous devons trouver une formule pour continuer à contrôler cet espace. Et du coup, la Deuxième Guerre mondiale se termine en 1945. Et à partir de 1947, on va commencer à connaître ce qu'on appelle la guerre froide. Alors, quand cette guerre froide commence, du coup, les velléités communistes animaient la plupart des leaders africains, notamment Patrice Emery Lumumba, qu'on avait traité de communiste. De très heureuse mémoire. Oui. Alors, maintenant, à ce moment-là, parce qu'au départ, les États-Unis n'étaient pas très intéressés par les questions africaines. C'est ainsi que lorsque vous lisez l'ossature gouvernementale des États-Unis d'Amérique, vous allez voir que le secrétariat d'État en charge des questions africaines n'a commencé à exister qu'en 1958.
Pas beaucoup d'intérêt en tout cas. Pas beaucoup d'intérêt, parce que les États-Unis supportaient leurs alliés qui étaient en Afrique. Ils laissaient leurs alliés gérer l'Afrique. Mais quand cette guerre froide atteint son apogée, il y a des gens comme Emery Lumumba qui avaient tendance à communiser, les États-Unis vont se réveiller. Parce que les gens, quand ils parlent de cette guerre, ils pensent que c'est de la génération spontanée. Non, c'est pensé, c'est construit depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, les États-Unis se réveillent. Les États-Unis vont dire, nous devons confier le pouvoir au maréchal Mobutu pour les Zaïre. C'est ce qui fait que les maréchals contrôlent toute l'Afrique centrale et les Grands Lacs. Les gendarmes africains. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est le maréchal Mobutu qui a installé les rois dans tous les pays voisins de notre pays. N'oubliez pas, pour ceux qui connaissent l'histoire africaine, que le président Museveni, juste après la prestation de serment, son premier voyage à l'étranger, c'était vers Goma où il devait rencontrer le maréchal pour lui dire merci. Tout cela ne se fait pas de manière hasardeuse, c'est tout simplement parce que nous sommes sortis de la colonisation, mais entre-temps, au nom de la théorie de la puissance, la superpuissance du monde veut contrôler le monde entier. Et pendant le maréchal Mobutu, nous avons connu cette stabilité, tout simplement parce que les maréchals étaient soutenus par les États-Unis. Mais à partir de 1989, les États communistes commencent à changer de méthode pour fonctionner comme les Occidentaux. Et au bout du tuyau, en 1991, l'URSS va s'éclater. Et pour les États-Unis, et pour ne pas parler de la communauté internationale, ils n'avaient plus besoin du maréchal Mobutu parce que la menace avait disparu. Ah, d'accord. On change. On change. Donc, c'est-à-dire que la guerre est une affaire tellement importante qu'on ne peut pas la laisser entre les mains des militaires seuls. Donc, il faut comprendre tout ça. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Alors maintenant, comme c'était la fin de la guerre froide, les États-Unis vont envoyer aux Zaïre leurs diplomates en la personne de Bill Richardson. Ces diplomates américains ont remercié le maréchal Mobutu pour tout ce qu'il avait fait pour eux. Mais à la fin, il lui a dit que nous pensons que votre mission a pris fin. C'est à partir de cette date-là que les États-Unis avaient changé de stratégie en Afrique parce que les États-Unis devaient limiter l'influence des francophones. C'est à ce moment-là qu'on va créer un nouveau leadership en partant des pays anglo-saxons. Okay. L'Ouganda, ça s'est monté vers le Rwanda. C'est pour vous dire qu'en fait, la guerre dans laquelle nous sommes engagés, nous nous battons contre la communauté internationale. Je l'ai dit parce que je veux proposer des solutions par la suite. Alors maintenant, pour que vous compreniez, parce que votre souci, c'est de comprendre pourquoi c'est prospère là. Oui, et pas ici. Pas à alors, au même moment, voyez un peu comment il y a la succession des événements. Mobutu démocratise en 90. Sous la pression. Sous la pression, parce que le communisme disparaissait. Ce qui est très important, parce que la méthode avait changé. Le communisme avait disparu. Il n'y avait plus d'intérêt. Plus d'intérêt, donc ça ne sert à rien de te garder. En 91, l'URSS se disloque. En 93, Bill Clinton est élu pendant 8 ans. Et interroger l'histoire, parce que moi j'ai fait mon stage au Parlement d'Arkansas, ce que nous appelons à Kinshasa, Arkansas. C'est ça les sièges de Bill Clinton. Renseignez-vous politiquement, on vous dira que la guerre de l'AFDEL a été préparée à Arkansas. Exact. Alors, comme les États-Unis ont changé de méthode, n'avaient plus d'intérêt par rapport à la RDC, ils ont donné le leadership aux pays anglo-saxons. C'est ainsi que vous allez voir, on nous demande de recevoir sans condition les réfugiés armés et consorts.
Mais on ne donne pas les moyens de les éloigner de notre frontière. Tout ça, c'était pensé et repensé. Et quand la France, parce que la France avait beaucoup d'intérêt avec les régimes d'Abiyarimana, la France va demander à ce qu'on déploie une force internationale. Les États-Unis s'y opposèrent. Parce que les États-Unis se disaient que si nous envoyions une force internationale, c'était encore redonner du souffle au Marshal Mobutu. L'opération turquoise? Non, l'opération turquoise est venue après. Ah, d'accord, très bien. L'opération turquoise est venue après. Et du coup, on a créé ces désordres. Mais quand vous lisez la politique extérieure des États-Unis, et aujourd'hui, ce n'est plus comme à notre époque, où on avait besoin de lire les documents secrets de la CIA, des grandes revues américaines pour comprendre comment fonctionnait le monde. La CIA sort pratiquement chaque année un livre sur l'état du monde, intitulé La CIA et le monde. La CIA et le monde, oui. Vous verrez que dans ces livres-là, on décline la politique étrangère des États-Unis. Oui. Donc les États-Unis ne veulent plus s'engager sur le plan international en tant qu'État. Les États-Unis sont en train de céder ce rôle aux multinationales et aux ONG. Pourquoi? Parce que les multinationales, aujourd'hui, font partie de ce qu'on appelle des acteurs du droit international. Oui. Alors maintenant, pourquoi c'est prospère dans l'est du pays et non à l'ouest? Là, il y a eu quand même des maladresses des anciens dirigeants qui n'ont pas fait que des mauvaises choses, parce que nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle. Non, moi je souhaite d'abord de revenir sur la question de comment la succession des faits. Des faits, oui. Oui, nous sommes en 96, en 97, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quel est l'élément déclencheur? Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Occidentaux nous prennent pour des enfants, parce que nous, la réflexion, ça ne nous intéresse pas. Nous, on joue avec l'école. N'importe qui peut devenir licencié en RDC. Mais en réalité, il n'a pas assez de cervelle dans sa tête. Donc, je ne dis pas que moi, je suis plus intelligent que les autres. Je précise les faits. Alors, comme les Occidentaux savent que les Africains réfléchissent rarement, ils nous demandent de recevoir les réfugiés rwandais. Sans condition. Sans condition. Mais ils refusent de nous donner les moyens de les repousser à au moins 50 km de la frontière. Au même moment, ce sont eux qui soufflent le chaud et le froid pour faire voir aux Rwandais que ces gens qui sont là-bas, un jour, ils vont revenir. Et nous, les Africains, comme nous ne réfléchissons pas assez, on a tendance à dire que nous poursuivons les rebelles. Et entre-temps, ce sont les mêmes puissances occidentales qui arment les États voisins contre nous. Et dans ce cafouillage-là, vous avez vu des multinationales signer des contrats avec l'AFDEL pendant que l'AFDEL n'avait encore plus les pouvoirs d'État. En réalité, ce sont ces multinationales-là qui ont créé ces désordres. Alors, maintenant, comment les choses se passent? Comme les multinationales viennent pour exploiter frauduleusement nos mines, et je vous l'ai dit qu'au niveau du camp Kivu, il y a des endroits où même, quand les autorités nationales veulent y entrer, il y a des restrictions. Oui. Suivez les derniers documentaires dans l'Infoca. Dans l'Infoca. Parce que quand on le disait avant, les gens ne comprennent pas. Donc, là, vous savez, dans la théorie de la puissance, il y a 3 volets. Il y a les hard power, il y a les smart power, il y a les soft power. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Continuons d'abord avec les faits. Allez-y. Alors maintenant, lorsque on est en économie de guerre, lorsqu'on exploite illégalement des minéraux, il y a ce qu'on appelle en économie les externalités positives. Parce que ces gens-là, ils peuvent amener les engins, ils peuvent amener, dans une certaine mesure, ils auront besoin de la main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre locale. Ah, ok. Et ça justifie tout ça, en fait. Dites Amen, je vais enseigner. Amen. Donc, c'est cela. Okay. Et ici, les gens sont en train de s'entre-insulter, de danser. En fait, l'émergence passe par l'intelligence. Donc, tu vois un peu l'enjeu du jeu. Je comprends. On distrait nos voisins qu'il faut poursuivre les rebelles qui sont partis.
Les multinationales viennent, ils exploitent, et les voisins prennent aussi goût. Oui. Et du coup, ce qui fait que c'est prospère là-bas, ce sont ces externalités positives. Cette main-d'œuvre locale et quelques complices qui travaillent avec ces multinationales, évidemment, ceux qui viennent investir, même frauduleusement, ils ont besoin d'un environnement potable. Et au même moment, pour nous distraire, on envoie des ONG, mais en réalité, ces ONG sont également impliquées dans ce commerce illicite. Plusieurs fois, on a arrêté les minerais, même dans les véhicules de la MONUSCO. Donc, ce sont des choses organisées. Le problème, c'est que chez nous, nous négligeons la réflexion. Mais pourquoi nous ne comprenons pas ça, professeur? Et ailleurs, pour comprendre ça, ailleurs, il y a des instituts des études géostratégiques. Il y a des comités d'analyse, des comités d'analyse, des conseils d'analyse économique. Donc ici, chez nous, la réflexion, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce sont seulement les injures. Vous allez trouver les gens qui se réclament être hommes d'État, mais ils n'ont aucun un programme de gouvernement, à ne pas confondre avec un projet de société. Alors, comme si cela ne suffisait pas, ces multinationales qui pillent financent les ONG qui sont omniprésentes dans l'Est du pays, avec l'argent né du vol. Alors, maintenant, ces ONG, quand elles interviennent, en assistant les populations les plus vulnérables, elles injectent en fait une masse monétaire, et c'est ce qui fait que c'est relativement prospère de ce côté-là. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une erreur qui a été commise par les anciens dirigeants, qui n'ont pas fait que des mauvaises choses, mais ça a été peut-être une erreur d'appréciation. Les gros des projets de développement étaient orientés vers l'Est du pays. Et c'est ce qui a créé ces déséquilibres. Alors, donc, bref, pour répondre à votre question, alors, aujourd'hui, du genre, qu'est-ce qui justifie la prospérité, entre guillemets, donc ce sont des externalités positives de l'économie de guerre. Et puis une orientation, une certaine mesure des projets de l'autre côté. Alors, mes professeurs, puisqu'aujourd'hui il faudrait qu'on en parle, comment on fait pour arrêter cette histoire? D'abord, est-ce que c'est possible d'arrêter cette guerre? Puisqu'il y a des théories et des théories autour de la question de l'Est. Visiblement, nous connaissons tous que ce sont les multinationales. Même si on n'agence pas ça comme vous l'agencez, mais on dirait que les gens sont d'accord que c'est la communauté, disons, les multinationales. Nous savons tous aujourd'hui que le Rwanda, par exemple, c'est la main-d'œuvre ou même la sous-traitance. D'autres disent ce qu'ils veulent dire, mais on est au moins d'accord sur la question. Mais pourquoi, malgré tout ce que nous connaissons, malgré toutes les théories dévoilées, pourquoi nous n'arrivons pas à avoir gain de cause? Alors, il y a des choses. La RDC néglige la réflexion. Le système éducatif est négligé. Heureusement que l'actuel président, il a quand même cherché à concrétiser la gratuité. Mais il faut du temps pour apprendre tout ça, pour accéder à ces documents. Il faut suffisamment de moyens. Les Minerva à l'université d'Harvard, c'est au moins 100 000 $ là. Et nous, notre système éducatif, il n'y a pas assez de budget alloué à la recherche. Et c'est difficile que les gens accèdent à certaines informations. D'autre part, alors, ce qu'il faut faire. Il faut refonder l'armée. Non, c'est ce qu'il faut faire. Mais non, on ne gère pas un État comme ça. Oui. Donc, l'État a des solutions à court, moyen et long terme. Nous avons une armée forte, classée même 11e en Afrique. Mais la réalité, c'est que nous nous battons contre le monde entier. Lorsqu'on vous dit que non, ce n'est pas l'embargo, ce sont des autorisations, c'est pour ralentir notre rythme d'intervention sur le terrain. Exact. Lorsque nous nous présentons la liste de ce que nous achetons comme armes, nos ennemis auront les armes d'une puissance supérieure à ce que nous avons acheté. C'est ça l'enjeu du jeu. Exactement. Il faut de l'intelligence pour comprendre tout ça. Je ne dis pas que moi je le suis. Oui, mais comment contourner ça? Voilà, c'est ça maintenant. Oui. Donc l'émergence passe par l'intelligence.
Je vous ai dit que lorsqu'on parle de la théorie de la puissance, elle a 3 volets. Nous avons les hard power, ça c'est la force militaire. C'est le style américain. Comme les Quinois disent au tiers. Nous n'en sommes pas encore là pour contrôler tous nos voisins seulement avec notre armée. Il y a un autre volet de la théorie de la puissance, c'est le smart power. L'intelligence. Je suis puissant parce que je suis intelligent. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut développer une diplomatie économique. J'apprécie ce que notre président fait d'État à État. C'est l'ultime voie, parce que nous nous battons contre le monde. Mais ça ne rapporte pas grand-chose, non, président. Mais tous ces pays-là n'ont dit mot quand on nous a signé, on nous a prolongé encore l'embargo. Tous se sont tués. J'ai dit ceci. Oui. Même le Kenya. J'ai dit, le complot, il est international. Ces gens-là, ce sont des sous-traitants, ils n'ont rien à dire. Okay. C'est pourquoi je vous donne la solution. Il faut être en bonne intelligence avec les États-Unis d'Amérique. Qui d'ailleurs ne nous aide pas visiblement. Non, mais oui, c'est ça l'intelligence. Donc, si le plan étatique, il faut continuer à avoir des bons rapports avec eux, parce que si vous faites le contraire, comme j'entends les gens dire, Russie, d'ailleurs, mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Nous n'avons pas besoin de notre martyr. Vous savez dans quelles conditions M. Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, nous a laissé. Donc la politique, c'est... il faut du smart. Il faut du smart. Donc ce n'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles comme ça, tu n'as aucune armée, tu n'as pas encore préparé l'opinion publique, tu dis que tu bascules du jour au lendemain, mais tu rejoins M. Laurent Désiré Kabila. Oui, bien sûr. Donc c'est des mauvais conseillers qui disent qu'il faut aller à la Corée du Nord, il faut aller à la Chine et à la Russie. Je parle des choses scientifiques. Oui. Je parle des choses scientifiques parce qu'il y a quelqu'un même qui me dit non, mais toi tu n'as jamais été ministre. Je lui ai dit que toi tu n'as pas concouru avant d'être là. Les jours où on va organiser les concours, je serai mieux classé que toi. Bon, je referme la parenthèse. Ça c'était fait. Ben, vous êtes président de l'Assemblée provinciale. Ça c'était une façon de rigoler. Oui. Non seulement président de l'Assemblée provinciale. Comment ils réfléchissent ces gens? Non seulement cela. Moi, je suis nommé par ordonnance présidentielle avant la plupart des voleurs ici. Donc, on ne vous provoque pas sur la question. En droit administratif congolais, chef de bureau, chef de division, directeur dans l'administration sont nommés par ordonnance présidentielle. Ça, les gens ne le savent pas. Alors, on referme cette parenthèse-là pour revenir aux solutions. Donc, qu'on laisse le président continuer avec les États-Unis, mais au même moment, nous devons faire un grand lobbying. Lorsque vous êtes aux États-Unis, donc lorsque vous êtes au siège des Nations Unies, vous verrez que c'est dans ce périmètre-là de Manhattan que se gère pratiquement le monde. Dans l'immeuble de Donald Trump, qui est à quelques mètres du siège des Nations Unies, vous allez trouver, il y a plusieurs cabinets là, notamment les cabinets de lobbying. Il faut un front intelligent national qui doit chercher à contacter ces grands cabinets. Nous allons entrer en contact avec les multinationales qui pillent chez nous. Et la seule stratégie, parce que la politique reste par essence un rapport de force, vous pouvez la définir comme vous voulez, mais ça reste un rapport de force. L'objectif de ce front, c'est de changer avec les multinationales pour voir qu'est-ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'elles gagnent en passant par nos voisins. Et nous allons leur offrir les meilleures conditions. Dès que ces multinationales viendront s'installer chez nous, la guerre va s'arrêter automatiquement. Immédiatement. Parce qu'il y a l'erreur qui a été... Parce qu'ils n'auront plus d'intérêt. Il y a l'erreur. Non seulement qu'ils n'auront plus d'intérêt, nos voisins n'auront plus de moyens de faire la guerre. Lorsque vous entendez des projets du genre, non, on va envoyer des immigrants telle part. Mais ce ne sont pas des immigrants. On cherche à envoyer des mercenaires. Les budgets qu'on envoie là, ce n'est pas pour soutenir les migrants. C'est une façon d'armer nos voisins. Et dans un tel combat, il faut y mettre l'armée, mais il faut y mettre aussi de l'intelligence.
il faut y mettre le corps, mais il faut y mettre également le cerveau. Alors, il faut, pendant que notre armée continue à se battre, et nous sommes très respectés, même si les gens ne le savent pas, ceux qui connaissent que nous nous battons contre le monde entier respectent notre armée. C'est pourquoi je demande à tout le monde de respecter cette grande armée. Se battre contre la communauté internationale et résister pendant autant d'années, donc c'est un signe de bravoure. Alors, nous allons négocier avec ces multinationales en leur offrant les meilleures conditions pour qu'ils viennent chez nous. Et à ce moment-là, nous allons repenser notre système sécuritaire. Lorsque vous lisez la cartographie militaire de la RDC, vous allez remarquer qu'à l'ouest, nous avons une base militaire. Mais jamais à l'est. Mais jamais à l'est. Au sud, nous avons une base militaire, c'est Kamina. Kamina. Mais tout le flanc est là est vide. Tous ceux qui ont assez de moyens, qui vivent dans des banlieues, les premiers réflexes, quand ils commencent à avoir des moyens, c'est d'avoir un chien méchant. Pour dissuader les voleurs. Toujours. Hein? Le deuxième réflexe, c'est d'avoir une sentinelle. Après, ça sera une société de gardiennage et après, ça sera la police. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à protéger leurs richesses. Pourtant, ce côté-là est laissé comme ça. C'est laissé comme ça. Moi, je vous dis, je connais le Congo, moi. De Goma à Boma, pour ne pas parler de Mwanda. De Sakani à Mbandaka, pour ne pas parler de Zongo. Lorsque vous nous voyez se battre contre les voleurs, c'est parce que c'est honteux lorsque vous êtes au niveau de nos frontières. Vous allez voir lorsque vous venez des pays voisins. Tout autour ici. Partout c'est asphalté, c'est propre. Ouais. Dès que vous voyez des ravins, c'est que vous êtes déjà au Congo. En Ouganda, c'est la même chose. Et ce sont les effets de ces détournements que nous combattons. Donc bref, l'armée doit faire son travail, mais l'intelligence doit faire son travail de manière ciblée. Donc continuons avec la diplomatie d'État à État. Séduisons davantage les États-Unis d'Amérique. La politique reste un rapport de force. Et avec le Rwanda, qu'est-ce qu'il faut? Bon, ça c'est accessoire. Chasser l'ambassadeur. Non, l'accessoire sur les principales. Fermer les frontières. J'ai dit ceci, l'accessoire sur les principales. Concentrons-nous là-bas. Nous nous battons sur le terrain. Traitons avec les États-Unis. Traitons avec les multinationales. Vous allez voir que la blague va s'arrêter. Et quand on va terminer cette blague, pensons à avoir au moins 3 bases militaires sur ce flanc-là. Et j'en profite pour dire que la différence entre un camp militaire et une base militaire, c'est que dans un camp militaire, les militaires, ils vivent avec leur famille. Ils peuvent y avoir même les dispositifs militaires, mais ils y vivent. C'est pourquoi on parle des poudrières. Ils y vivent avec leur famille. Mais dans des bases militaires, c'est essentiellement, exclusivement militaro-militaire. Comment résoudre la question de l'infiltration au sein de notre armée? Puisque certaines personnes disent que les brassages et les mixages ont nourri finalement l'infiltration de notre armée au point que toutes les décisions importantes qui sont prises au Congo sont tout de suite connues. Et là, il faut un grand travail de nos services d'intelligence. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse faire des choses de manière sentimentale. Il faut d'abord identifier objectivement ces infiltrés. Il faut les identifier objectivement parce que vous savez comment ça se passe chez nous. On va en profiter pour régler des comptes aux gens. Faire les règlements des comptes. Et puis après, il faut les identifier objectivement. Et dans un premier temps, ces gens-là doivent être éloignés de tous les postes stratégiques. Tout ce qui est stratégique. Tout ce qui est stratégique. Voilà. Très bien. Alors, et si les droits internationaux et nationaux font qu'ils doivent rester dans l'armée, ces gens-là ne doivent jamais être affectés dans les frontières de notre pays. Président, vous allez regarder la télé. On va passer à une rubrique, je ne sais pas si vous la connaissez déjà. Non, ça c'est... Je sais que Christian va de l'innovation à l'innovation. Très bien. Alors, il y a des photos que l'on va vous présenter. Okay. Et ces photos, vous allez les commenter. C'est à votre guise, vous commentez ou pas. Okay. Et moi, je n'ai pas de relance à faire. Donc, la photo, vous commentez et puis on passe. Vous êtes prêts? Oui. Première photo. Oh, c'est notre pape. Il sait de quoi je parle. Je l'appelle toujours le pape
des économistes congolais. Et lors de la dernière conférence organisée par l'Université catholique de Louvain, l'Université des Légers Consorts, nous étions co-intervenants. Et moi, je l'ai toujours appelé Pape. Il est tellement humble qu'il n'en veut pas. Mais il y a un professeur de l'Université catholique de Louvain, à la personne de Michel de Wolf. Dans le couloir, il est venu me dire, mais les messieurs là que vous appelez Pape, je me suis rendu compte que c'est les sages de la République. Donc, Pape, respectueusement. Photo suivante. Si je ne m'abuse, c'est l'ancien gouverneur de la Banque d'Isaïe. Exact. Oui, j'en ai entendu parler quand j'étais encore étudiant. Je sais que c'est quelqu'un qui a géré la banque d'Isaïe pendant longtemps. Je n'ai pas de commentaires. Photo suivante. Ah, ok. Vous pouvez m'aider? Le professeur Bakandéja. Oh, ouais, wow. Le professeur Bakandéja, c'est un citoyen du monde. C'est un professeur du monde. Le problème, c'est que chez nous, ici, les gens ne reconnaissent pas la valeur. Oui. C'est un homme qui a un réseau scientifique très important sur le plan international. Professeur Excellence, très respectueusement, je salue votre intelligence. Merci. Il est arbitre international aujourd'hui. On va... une autre photo? C'est Boaba Wakayembe. Moi non plus, je ne sais pas. Je crois que c'est Boaba Wakayembe. Oui. Professeur Boaba, c'est votre jeune frère qui vous salue. C'est quelqu'un qui a dirigé pendant longtemps la NAPI. Et il a été DGI et DGA à la DGI. C'est un grand citoyen de la RDC. Et il est aussi professeur. Respectueusement. Vous comptez beaucoup de personnes, hein? Que sur la photo. Une autre photo? Ah, voilà. Et je crois que aujourd'hui, lorsque vous enlevez la génération des Mampuya Kenung, des Liaouébois, je crois que c'est les meilleurs constitutionnalistes de notre pays. Le professeur André Mbata. C'est le prof André Mbata, aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale. Moi, il m'a épaté par son intelligence. Il a une intelligence qui étonne même les anges. Salutations, professeur, honorable vice-président. Est-ce qu'il y a encore notre photo ou bien on s'arrête là? Ah, ok. Ah, c'est notre ancien Premier ministre Ilukamba. Je le salue. Photo suivante. Deogracias Rugwiza Magera. Les Congolais les plus corrects. Ok. Vous savez, si le président Fachi Béton avait des gens comme celui-ci dans nos institutions, non, vous allez voir. Je sais que le président a déjà fait beaucoup de choses en peu de temps, mais moi j'ai travaillé avec Deo Rugwiza Magera pendant environ 10 ans. C'est quelqu'un qui ne fréquentait pas les églises. Ok. Mais il n'a jamais pris un seul franc de l'État congolais. Quand il était à la DGDA, nous avons ramené cette régie au niveau des recettes de 2 milliards de dollars. Nous étions la meilleure régie de la République. Et aujourd'hui, je vous livre, je vous fais une confidence. Vous voyez l'immeuble intelligent? Oui. Cet immeuble n'a jamais été construit avec les gens de la RDC. C'est l'argent de la DGDA. Oh. Deogracias Rugwiza faisait des réserves parce qu'il se disait qu'on ne sait jamais, dans l'avenir, la DGDA pouvait rencontrer des difficultés. Et c'est l'argent de la DGDA, grâce à Deogracias Rugwiza et nous, ses proches collaborateurs. Donc, ce n'est pas les 46 millions. Vous rentrez pas dans le débat. Épargnez-moi, je parle des choses que je connais. Ah, d'accord. Donc, c'est les Congolais les plus corrects que j'ai connus. Donc, si on avait des gens comme ça, comme ministre, si notre président Fachi Béton avait des gens comme ça, je sais qu'il y en a, mais c'est comme son prédécesseur, le président Jikaka, se plaignait qu'il n'en avait pas 15. On ne dit pas qu'il n'y a rien autour du président,
Mais si on avait des gens comme si ça... on avait des gens comme ça, il y en a quand même actuellement autour du président aussi. Mais Pas assez. Pas assez. Mais si on avait... C'est dommage qu'il ait déjà décédé. Il sait comment je l'appelais, je préfère encore le lui rappeler. Tu es un mélange rare de talents fous. Voilà. Merci. Et il arrivait, Rouguiz arrivait au travail à 6h30. Et il repartait. Et nous, on était là déjà autour de 6h20, 6h, on était là. Il y a des jours où jusqu'à 21h, j'étais dans mon bureau. Donc c'est nous, c'est grâce à nous, et surtout lui, notre chef, que la DGD a été la meilleure régie de ce pays. À l'époque où on avait un budget de 3 milliards, 4 milliards, la DGD a celle à porter 2 milliards de dollars. C'est pourquoi, il fallait beaucoup à médaille de bronze. Et nous nous mobilisons et les gens volaient. Malgré tout ça. Non, on ne va pas accepter ça. On a terminé. Est-ce qu'il y a notre photo? Oh, quelle belle surprise aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, professeur, d'être passé. Non, mais je vous remercie et toutes mes excuses pour les contretemps. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez toujours été là quand on a besoin de vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur. Si vous avez des questions par rapport à l'économie de la guerre, à ce qui se passe à l'Est de la République, le professeur est disponible. Vous nous écrivez des messages, vous nous appelez, nous allons poser des questions et s'il trouve ça intéressant, il reviendra encore. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyapana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyapana Kongo, Toye Mali, Loye Bolonde, Yalisa.